Erev Tov, Ubeshem Hashem, Narasem Natzliach. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir. En grand nombre, chacun estimera s'il en est ou non, pour notre analyse sur le défi éthique de l'intelligence artificielle. Avant d'introduire cette analyse ensemble, j'aimerais revenir sur les premiers pas de l'IA, les premiers pas de l'intelligence artificielle dans le monde. Un concept qui s'est largement développé dans les 20 dernières années et qui a pris une place extrêmement forte dans notre vie de tous les jours depuis environ 1 an, voire 2 ans. Si je vous posais la question à vous ce soir, en quelle année les premiers logiciels de l'IA ont été développés, vous me direz, vous serez étonné de la réponse, mais ça a été développé à partir des années 50. Donc ça fait plus de 70 ans que l'IA existe. Elle s'est développée au fil du temps et peu à peu les logiciels se sont performés jusqu'au moment où les smartphones ont été commercialisés et ces programmes-là ont intégré donc la plupart de nos ordinateurs, la plupart de nos téléphones, peut-être aussi une grande partie de nos électroménagers lorsque vous avez à la maison des machines connectées et qui sont, pour beaucoup d'entre elles, aussi gérées par de l'intelligence artificielle. Ce soir, avec votre aide et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, nous poserons ensemble la question de l'éthique et du défi de cette intelligence artificielle, mais aussi de la place que l'homme occupe face à cette IA-là. Est-ce que l'homme est toujours supérieur face à ces programmes? Est-ce que l'homme risque un jour d'être dépassé par l'IA? Est-ce qu'on risque un jour de se voir dépassé par des robots qui auront été développés avec une conscience pleine d'eux-mêmes? Je ne suis pas là, bien évidemment, pour prédire l'avenir. Je ne suis pas non plus le secrétaire de Dieu pour vous le faire. Mais au moins, au travers de ces quelques informations que j'ai pu recueillir avec de longues heures de travail et des entretiens aussi avec des personnes compétentes sur le sujet qui travaillent aussi dans leur activité professionnelle en faisant usage de l'intelligence artificielle, j'ai ce soir quelques éléments à vous apporter en émettant également une réserve, puisque peut-être que ici ce soir ou derrière l'écran, certaines personnes sont bien plus compétentes que moi pour aborder ce sujet et auraient certainement beaucoup de choses à dire, peut-être qu'ils n'aillent pas dans le même sens que moi. Donc j'émets ici un avis personnel avec des informations solides que vous pourrez vous-même fouiller. On pourra faire le test ensemble pendant la soirée et vous verrez que bizarrement, même ceux qui contestent et qui combattent tout le système de l'IA en règle générale pour ne pas se sentir commandés par des robots, eh bien font usage de l'intelligence artificielle et sans le savoir. Pour introduire notre analyse, j'aimerais avant tout définir ce que c'est un défi, ensuite ce que c'est de l'éthique, et enfin, quels sont les différents niveaux de l'IA développés aujourd'hui et ceux qui sont en cours de développement et qui risquent d'être beaucoup plus performants. Alors je dis qu'ils risquent d'être beaucoup plus performants puisque plus l'IA sera performante et plus l'homme sera confronté à un danger technologique. Le défi, en règle générale, lorsque vous ouvrez le dictionnaire, c'est une action qui provoque quelqu'un en le déclarant d'incapable. Donc je mets au défi quelqu'un. Habituellement, dans le milieu sportif, on parle de défi puisque on parle de ceux qui provoquent leur adversaire sur des chantiers compliqués, donc ils les mettent au défi. Ça, c'est ce qu'on appelle un défi. Inviter quelqu'un au combat sur un ring, c'est aussi un défi. Donc nous, ce soir, nous allons essayer de nous défier aussi sur ce champ de l'IA avec les informations que j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Pour l'éthique, lorsque nous parlons d'éthique, nous parlons de morale, nous parlons de la science de la morale. En hébreu, on appelle ça du moussar, ou peut-être de la hashkafa, c'est-à-dire de la hashkafa de la vision lointaine. Lorsque vous portez des lunettes, vous portez ce qu'on appelle des mishkafaïm. Lorsque vous faites usage d'une jumelle, vous faites usage d'un mishkaf, d'une mishkefet. Donc la hashkafa en règle générale, la vision morale de nos sages,
porte le nom de cette paire de lunettes ou de jumelles puisqu'elle vous permet de regarder loin. Donc l'éthique, c'est la science de la morale et c'est un ensemble de conceptions morales. Enfin, l'IA, pour la définition basique d'introduction, c'est un ensemble de théories et de techniques qui développent donc des programmes informatiques complexes capables de stimuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc l'IA est un programme, on l'a fait court, qui permet à court terme ou à long terme, de développer des capacités qui imitent, je dis bien qui imitent, et qui n'égalent pas encore et qui ne dépassent pas, on l'espère, l'intelligence humaine d'une manière générale. Nous avons 3 catégories dans l'intelligence artificielle. Je vous donne la présentation et le nom de ces 3 catégories, et ensuite je vous proposerai donc de les analyser ensemble et de les comprendre dans nos activités quotidiennes. La première catégorie de l'IA, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence étroite et faible. Donc on appellera ça de l'IA faible ou étroite. La seconde, c'est l'IA artificielle forte et profonde, donc vous comprenez qu'on monte de niveau. Et enfin, la troisième, c'est ce qu'on appellera de l'IA de la surintelligence, donc c'est un niveau qui est largement plus élevé et certainement pas encore présent aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Ces 3 catégories, elles se définissent par des termes un peu plus complexes. Je vous garantis ce soir ne pas avoir eu de l'inspiration immédiate pour les rédiger, mais les formulations en tout cas que je vais vous présenter, vous pourrez vous-même les retrouver sur la toile, sur les réseaux un peu partout. Donc une fois l'analyse terminée de ces différentes catégories, j'ai pu les mettre sur papier et essayer de les mettre en comparaison l'un l'autre. Donc qu'est-ce que c'est de l'IA étroite, qu'est-ce que c'est de l'IA forte et qu'est-ce que c'est de l'IA de la surintelligence, qui est donc le niveau le plus élevé. La première catégorie qu'on a nommée tout à l'heure, l'IA faible, c'est ce qu'on nomme autrement dans les langages scientifiques de la machine réactive. Retenez bien ce terme, la machine réactive. La deuxième, c'est ce qu'on appelle de la mémoire limitée. Et enfin, la troisième, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ou la conscience de soi. On va s'arrêter, nous, essentiellement sur les 2 premières catégories qui font partie de notre quotidien, donc qui sont la première, l'IA faible, la seconde, l'IA profonde, avec les termes que je viens de proposer. La première, la machine réactive, et la seconde, la mémoire limitée. Qu'est-ce que c'est la machine réactive? Comment définir ce que c'est une machine réactive? Une machine réactive, c'est une machine à qui vous allez donner des informations, et elle va vous reproduire des actions à l'identique. Donc il n'y a pas réellement d'apprentissage, il n'y a pas de développement nouveau, il y a une information qui est reproduite à l'identique des données que vous lui avez apportées. Les enfants, quoi. Alors, peut-être, un peu comme les enfants. C'est l'exemple du téléphone que je n'ai pas sous la main puisqu'il nous aide à passer en live ce soir. Mais lorsque vous verrouillez votre téléphone avec la reconnaissance faciale, votre téléphone va faire usage de ce qu'on appelle l'IA étroite, donc la machine réactive. Vous avez enregistré votre visage sur plusieurs aspects et le téléphone donc, a été programmé pour se déverrouiller lorsque votre visage apparaît. Donc il n'y a pas d'apprentissage nouveau, c'est la reproduction d'une donnée qui a été enregistrée et qui est faite avec votre téléphone. Alors attention, la machine réactive peut aussi entraîner l'usage d'un IA beaucoup plus développé, beaucoup plus profond, puisque lorsque votre téléphone enregistre vos données faciales, il peut en faire usage pour autre chose. J'y viendrai un petit peu plus tard. Ça, c'est la première catégorie donc, de l'intelligence artificielle. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie de l'IA profonde, l'IA forte, et qui est nommée par ailleurs la mémoire limitée. Alors, c'est quoi la mémoire limitée? C'est un programme qui a une capacité à stocker donc, des données, j'allais dire, d'une quantité presque illimitée, et qui peut réaliser des prédictions en fonction des éléments qui ont été enregistrés. Donc, il y a une analyse de données dans votre programme, dans votre téléphone,
Et cette IA profonde va stocker donc ces informations et au fil de ce qui a déjà été développé dans le passé en termes d'évolution, elle va réaliser des prédictions pour l'avenir. Donc vous comprenez que cette deuxième catégorie, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, puisqu'elle ne va pas reproduire un scénario simple de reconnaissance faciale, elle va réussir à provoquer ce qu'on appelle une programmation à venir avec des éléments qu'elle a enregistrés. C'est en d'autres termes une fonctionnalité où on réalise un réel apprentissage. C'est-à-dire que le premier niveau d'IA n'avait pas d'apprentissage, c'est un scénario type qui est reproduit. Le deuxième niveau d'IA a ce qu'on appelle une capacité d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprendre sur les éléments enregistrés pour pouvoir les reproduire par la suite. Ça fait donc de la prédiction et ça peut réaliser avec une mémoire à long ou à court terme ce qu'on appelle la prévision d'un scénario. Par exemple, lorsque vous allez enregistrer vos données dans le téléphone, certainement ces machines vont considérer comme plus important des informations plus récentes et peut-être comme moins important des informations moins récentes. Et en fonction de ce qu'elle va considérer par rapport à vos habitudes comme important ou moins important, elle va vous proposer donc une prédiction à venir. Je n'ai pas d'exemple pour ce coup, mais on peut peut-être imaginer ensemble. Vous avez stocké dans vos téléphones à peu près 10 000 photos, ou plus ou moins, et vous avez par exemple mis en favori des photos où vous êtes au bord de l'océan, au bord d'un lac, d'une piscine. Donc vous les stockez dans un dossier précis de votre téléphone et vous pensez le faire uniquement pour les retrouver rapidement quand vous aurez envie de les développer si le jour se présente à vous et si l'envie aussi se présente. En réalité, lorsque vous avez stocké ces images dans un seul dossier, même si vous ne les avez pas nommées photo plage, photo lac, photo piscine, il y a une reconnaissance qui s'est faite dans la qualité de l'image et le programme a enregistré que pour vous, c'est pas tant le plus récent qui est le plus important, mais c'est le cadre et c'est la main qui est important pour vous. En fonction de ça, elle va peut-être vous proposer donc des prédictions à venir et lorsque vous serez amené à chercher un futur lieu de villégiature, un endroit pour passer vos vacances, sans savoir, vous allez recevoir de la publicité ou peut-être même dans votre moteur de recherche, il y aura parmi vos trouvailles, parmi vos réponses, des pistes de propositions qui iront dans le même sens que vos photos que vous avez stockées dans un seul dossier. Ça, c'est ce qu'on appelle donc de l'IA profonde, de l'IA puissante, qui enregistre des données et qui reproduit grâce à ça un scénario à venir en ayant bien évidemment la possibilité de se tromper. Bien évidemment. Plus que cela, elle va même avoir la capacité à définir votre évolution à vous, parce que vous avez forcément une évolution dans vos habitudes, quand vous enregistrez des données, quand vous enregistrez vos informations de rendez-vous, vos photos, vos vidéos, et cette évolution, elle va tenter de la reproduire pour un scénario à venir, en analysant sur 5 ans, pour l'exemple que je donne, peut-être pour 6 mois, elle va donc découvrir votre évolution sans que vous le sachiez et vous proposer grâce à cela aussi quelque chose qui vous conviendrait peut-être dans 6 mois ou peut-être dans 1 an et que vous ne savez pas encore. Et le problème, c'est qu'en réalité, quand ça va se présenter, ça va devenir un besoin pour vous et vous allez être convaincu que c'est un besoin que vous avez vous-même ressenti. Mais ce besoin va naître chez vous uniquement parce qu'on vous a proposé de le faire. C'est comme si, aujourd'hui, je vous demande, tiens, dans une semaine, où est-ce que tu veux aller en vacances au mois de février? Peut-être que vous n'avez pas d'idée. Là, aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, je vais aller dans le sud de la France, de l'autre côté de l'Atlantique, ou j'en sais rien. Mais lorsqu'on va vous parler de quelque chose, lorsqu'on va vous proposer un projet, avec des facilités de paiement, avec des amis qui vous hébergent, etc., tiens, là, à ce moment-là, il y a une envie réelle qui va se déclarer en vous, et cette envie-là va vous permettre de passer des vacances que vous ne saviez pas encore il y a une semaine. Eh bien, dites-vous qu'avec l'IA, ça va fonctionner un peu de la même manière. C'est-à-dire que quand elle va vous proposer
des propositions sur les mois à venir, c'est en fait elle qui va aussi encourager cette envie chez vous, et sans que vous le sachiez, vous allez faire vos choix grâce à elle, grâce à cette IA. Ce sont donc les deux premières catégories. Je vous rassure, ces deux catégories sont les plus développées aujourd'hui. La troisième catégorie, qui se dédouble en 2 points, est la catégorie la plus dangereuse et celle qui n'est pas encore réellement développée. Et si ça l'est, alors peut-être que j'ai été mal informé, et peut-être que si ça l'est, on ne s'avancera pas à dire que ça n'a jamais existé ou que ce n'est pas encore assez bien développé, mais on pourra au moins dire que l'évolution de cette troisième catégorie est en cours et qu'elle n'a pas encore fait entièrement ses preuves. Je parle de quoi? Je parle de la théorie de l'esprit et de la conscience de soi. Alors écoutez bien les amis, parce que cette troisième catégorie, qui est en réalité dédoublée par 2 points, est complètement dingue. Quand je vous dis que c'est dingue, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine même pas qu'est-ce qui se cache derrière. Et heureusement d'ailleurs que dans cette troisième catégorie dédoublée en 2 points, le développement n'est pas encore optimal au plus haut niveau. Je parle dans la troisième catégorie de la théorie de l'esprit. On appelle ça la surintelligence artificielle. C'est l'IA qui va penser et qui va réagir avec les mêmes pensées, les mêmes émotions que l'homme. C'est-à-dire que ça peut exister, mais je vais en parler ici aussi, puisqu'il y a des voitures autonomes, et sans faire de placement de produits, je pense que ça se développe de plus en plus, mais c'est pas encore optimal et je te donnerai des exemples pour te le prouver. En tout cas ici, et en France. Dans cette troisième catégorie qui parle donc de la théorie de l'esprit, la machine va réfléchir avec notre émotion, avec notre perception, nos pensées, et elle va produire comme ça des actions identiques aux nôtres. L'exemple type, c'est quoi? La voiture autonome. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données qui sont enregistrées, parce que tout démarre par le premier niveau de l'IA. Il faut quand même que la machine soit alimentée. Et ensuite, vous allez laisser la voiture faire le travail, et elle va pouvoir naviguer, conduire, s'arrêter s'il y a un piéton qui traverse la voie au dernier moment, et faire ce qu'un homme fait derrière un volant. Donc, c'est la théorie de l'esprit. Elle est développée, peut-être pas au plus haut niveau, et j'aimerais dire heureusement pour nous, puisque vous allez voir que le jour où ça se développera au plus haut niveau, ça risque d'être compliqué même sur le plan éthique, et j'en parlerai dans le deuxième volet de notre analyse lorsqu'on abordera les problématiques. Pour l'instant, on présente et on définit quelles sont les catégories de l'IA. On a parlé donc de 3 catégories. Nous sommes dans la troisième catégorie qui se définit par la théorie de l'esprit et qui est également définie par ce qu'on appelle la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? Peut-être. Je mets peut-être entre parenthèses, mais avec une envie profonde que ce peut-être-là ne se réalise jamais. Écoutez bien. Peut-être qu'à l'avenir, l'IA aura une conscience de soi. Et lorsqu'on parle de cette catégorie de l'IA, de ce niveau donc, de surintelligence, mais surdéveloppé qui n'est pas encore existant aujourd'hui, on crée dans le monde ce qu'on appelle de la peur et de l'angoisse, et en même temps de l'espoir. Parce que peut-être que ces machines-là vont réaliser des tâches que l'homme ne peut pas réaliser, mais là où ça risque d'être extrêmement dangereux, je vous fais le scénario simple, c'est pas de la science-fiction, c'est un scénario qui risque d'arriver si cette IA se développe. Eh bien, des robots vont avoir une conscience humaine, une conscience d'eux-mêmes, et vont peut-être réaliser certaines tâches, et l'homme ne pourra plus les arrêter. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un niveau d'IA qui réalise et qui prédit en fonction des données qu'on lui enregistre, mais qui n'a pas de conscience. Nous, on a une conscience. Là, la conscience, nous, ce soir, nous sommes réunis ici pour une conférence. Je l'espère agréable pour vous. Pour moi, ça allait en tout cas. Et on sait exactement que là, on est en train d'enregistrer des informations et on réfléchit inconsciemment à ce moment-là. Est-ce que, tiens, ça ne me concerne pas? Alors, soit on est honnête, on dit ça me concerne, soit on n'est pas honnête et on dit ça ne me concerne pas parce qu'on n'est pas conscient qu'on est concerné au plus profond de nous. Mais tout ça, c'est un travail de conscience. C'est-à-dire que notre conscience nous aide à réfléchir, à parler, à faire des choix. Il y a certainement, une fois ces quelques propositions évoquées dans la présentation de l'IA, il y a certainement des dizaines, peut-être voire des centaines de problématiques sur lesquelles on peut se pencher. J'ai souhaité avec vous ce soir,
en citer trois d'entre elles, avec un point fort dans la troisième que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et on passera donc ainsi dans notre seconde étape de l'analyse. Avant de passer aux problématiques, petite synthèse s'impose, puisque on présente ici de nombreuses informations et il faudrait que les choses soient claires. On a dit tout à l'heure que l'IA aujourd'hui se décline en 3 catégories, voire 4. On a également évoqué le fait que l'IA la plus présente dans notre quotidien, c'est l'IA machine réactive ou bien mémoire limitée, c'est-à-dire qu'elle reproduit scénario type où elle, avec les données que tu lui apportes, elle prédit un avenir, mais il n'y a pas réellement aujourd'hui de théorie de l'esprit. La voiture autonome, oui, peut-être pas encore développée au plus haut niveau, et la conscience de soi, pas du tout présente, et on l'espère jamais. Quelles sont les problématiques? Je n'ai pas encore abordé le caractère religieux. Je n'ai pas encore abordé le caractère afrique. J'aborde ce soir avec vous avant tout l'analyse sur le plan social. Parce qu'on est là réellement pour parler de l'IA et de la problématique sur le plan social qu'elle risque d'engendrer. Il y a 3 problématiques. Le plus souvent, nous profitons, lorsque nous faisons usage de nos téléphones, de nos ordinateurs, de ce qu'on appelle de l'IA de bas niveau. De bas niveau, c'est-à-dire la reconnaissance faciale. Je déverrouille mon clavier ici avec mon doigt, donc avec une empreinte digitale. Je peux aussi, peut-être avec la reconnaissance faciale, c'est possible, je ne l'ai pas installé. En tout cas, ce module, c'est le module le plus bas. Le module, le second qui est un peu plus élevé, c'est lorsque dans votre téléphone, on l'a dit tout à l'heure, on vous propose un scénario donc nouveau que vous n'aviez pas, ou une prédiction à venir en fonction des éléments déjà évoqués et de la progression ancienne que votre téléphone ou votre machine a enregistrée. Quel est le problème de l'IA? Franchement, venez, on se dit les choses claires ce soir, avec franchise. C'est génial. Tu vas au travail, tu as besoin de quelque chose, tu ouvres ChatGPT, et puis tu écris là-bas, j'ai besoin d'un scénario avec tel et tel personnage, et il te conçoit le scénario. C'est génial. Et je vais vous dire pourquoi c'est génial. Parce que on va réfléchir avec un peu d'optimisme. Parce que ça nous permettra de dégager beaucoup de temps pour, je ne sais pas, d'autres préoccupations qui ne peuvent pas se faire par l'IA, peut-être pour nos familles, pour notre entourage, pour observer la Torah, pour l'étudier, pour faire les mitzvot. Oui, on a toujours dans notre conscience et même notre inconscience 1000 raisons pour nous justifier. Donc, franchement, si on se posait la question ce soir, pourquoi est-ce que l'IA est problématique? C'est génial. C'est génial ou pas l'IA? Franchement, c'est génial. Alors, quel est réellement le problème de cette IA-là? Pourquoi on devrait se poser la question de la problématique? Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle dans la société des stéréotypes, des préjugés. Vous allez faire le test avec moi et vous allez voir que l'IA est une chambre d'écho qui entretient les préjugés de la société. Ce que je vous donne comme information, c'est une information qui a été prouvée et analysée par l'UNESCO, et vous allez voir qu'en faisant le test, vous obtiendrez le même résultat. Alors peut-être qu'à la place que j'occupe, ce ne serait pas le scénario génial à vous proposer comme test, mais comme c'est la proposition de l'UNESCO et c'est le test qu'ils ont proposé pour prouver que c'est ça la problématique de l'IA, en tout cas en proposition première, j'ai donc souhaité faire le choix moi aussi de vous proposer de le faire avec moi. Je commence par le scénario, et ensuite je vous dis quel est le problème. Imaginons que vous ouvriez votre téléphone ce soir sur votre moteur de recherche, allez, je ne sais pas, Google ou Yahoo ou un autre, et vous tapez là-bas le mot écolière. Qu'est-ce que vous trouverez donc dans vos listes de réponses? Essayez de faire le test. Regardez, ouvrez votre téléphone, ouvrez Google, mettez simplement le mot écolière. N'allez pas plus loin que ça. Et moi, je vais vous dire ce que vous avez trouvé. Alors, très bien, on s'arrête là. Tout le monde a regardé, c'est bon? Super. Je vais vous dire ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé des images de jeunes filles en costume sexualisé. Je me trompe ou pas? Très bien. Ok. C'est bon jusqu'à là? Donc, derrière l'écran, si vous souhaitez faire le test,
c'est pas que je vous encourage, bien évidemment, à regarder ce genre d'images. Bon, je crois qu'elles sont relativement correctes. Mais enfin, c'est sexualisé, disons. On passe vers notre seconde phase de test. Écrivez à présent le mot écolier. Qu'est-ce que vous obtenez avec le mot écolier? Alors, je vais vous dire ce que vous avez obtenu. On va vous montrer des images de garçons ordinaires. Ou des gâteaux, le petit écolier, le placement de produit. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre moteur de recherche, avec vos habitudes et les habitudes de tout le monde, a entretenu un préjugé, un stéréotype. Et c'est quoi ce préjugé, ce stéréotype? C'est que généralement, quand on parle des filles, on parle de perversion, d'accord? Et lorsqu'on parle de garçons, on parle de garçons bien rangés, ordinaires, propres sur lui, bien éduqués. Mais en fait, qui est-ce qui a encouragé le moteur de recherche à vous proposer ce résultat-là? C'est quand même exceptionnel. Vous avez vous-même fait le test et vous avez remarqué que personne, en réalité, n'est connecté l'un à l'autre ici. Vous n'avez peut-être pas tous le même moteur de recherche et certainement que votre test, vous ne l'avez pas fait en même temps que moi, puisque je l'ai fait il y a 24 heures, et on est tous tombés sur les mêmes réponses. En réalité, et c'est ça la première problématique de l'IA, c'est que l'intelligence artificielle devient une chambre d'écho qui maintient les préjugés et les stéréotypes de la société. Et le stéréotype de la société, pour notre cas de figure et notre exemple, est entretenu largement par les images que votre moteur de recherche vous a proposées lorsque vous avez écrit écolière ou lorsque vous avez écrit écolier. La seconde problématique, vous me suivez ou pas? La seconde problématique, c'est une problématique qui sera définie d'un point de vue éthique et moral. Éthique et morale, lorsque nous faisons des choix de vie, nous réfléchissons avec ce qu'on appelle de l'éthique. Dans peut-être le jargon de la vie de tous les jours, on dirait non, ça se fait pas. Non, ça se fait. Ouais, ça, non, c'est mal vu. C'est éthique, c'est moral, non, c'est pas moral, c'est pas éthique. On n'emploie pas forcément ces termes, mais notre vocabulaire, lorsque nous disons ça se fait, ça se fait pas, fait référence indirectement à de l'éthique ou à de la morale. Donc, cette seconde problématique est une problématique d'ordre éthique et moral, et au travers d'exemples également, et là pour le coup que vous ne pouvez pas tester et que je n'ai pas testé, vous verrez que l'IA nous confronte à un réel problème d'éthique et de morale. Et j'avance ce soir, à cet instant-là, notre première référence talmudique. Lorsqu'une personne, et je ne souhaite à personne que ce scénario lui arrive, a le choix devant lui de sauver quelqu'un de la noyade, mais il a la possibilité d'en sauver qu'une seule. Et cette personne a devant elle son papa d'un côté et son maître de l'autre. Nous disent les maîtres de la Mishnah, je suis désolé de vous le dire ce soir, mais il faudra sauver le maître avant de sauver le papa. Attention, précision, tous les papas qui nous écoutent ce soir, si le papa a enseigné la Torah à l'enfant, il passera en priorité. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement donné la vie physique, matérielle, mais aussi la vie spirituelle. Mais si ce n'est pas le cas, si peut-être le papa fait des choix différents, alors c'est le maître qui passe avant, parce qu'il a donné à cette personne la vie sur le plan spirituel, pas sur le plan physique. Jusqu'à là, c'est ok? Très bien, c'est l'exemple talmudique. Prenons l'exemple d'une voiture autonome. Je suis là dans le troisième niveau d'IA, qui est donc déjà développé sur le marché, mais certainement pas encore à sa meilleure performance. Voiture autonome qui roule seule. Elle roule complètement seule. On a dit tout à l'heure qu'elle a la capacité de réaction identique à l'homme et qu'elle reproduit des scénarios avec les mêmes émotions, les mêmes pensées que l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons lorsque cette voiture qui roule à vive allure arrive près d'une traversée de piétons et il y a sur cette traversée une grand-mère et un petit garçon. Et la voiture a le choix de s'écarter mais de sauver qu'un des deux. Est-ce qu'elle sauvera la grand-mère ou est-ce qu'elle sauvera le petit garçon?
garçon, Alors là, regardez, là ce que vous avez fait, vous avez répondu avec votre conscience. Parce que là, vous êtes en train de dire, la grand-mère, elle a vécu. que Dieu les protège toutes. Elle a fait sa vie, elle a eu ses enfants, ses petits-enfants. Et peut-être que le petit garçon a encore de l'avenir. Donc là, comment vous avez répondu? Vous avez répondu avec votre conscience, avec votre esprit. Je ne dis pas ce soir si c'est ça la réponse ou non sur le plan pratique, mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que ce choix est un choix éthique et moral et systématiquement anarchique. Et je me demande quel choix fera cette voiture autonome si un jour ce scénario se présente à elle. Est-ce qu'elle déviera par la gauche, elle sauvera le petit enfant, ou est-ce qu'elle déviera par la droite et elle sauvera la grand-mère? On a donc un réel problème, une réelle question d'ordre éthique et moral, en faisant usage de l'intelligence artificielle développée à son niveau, j'allais dire presque le plus haut aujourd'hui, qui est celui de la théorie de l'esprit ou la surintelligence, parce que peut-être qu'un choix devra être fait, mais ce choix nécessitera de la conscience. Et la conscience, en fait, c'est quelque chose qui est difficilement prévisible, parce que vous avez la conscience en fonction du moment. Vous avez la conscience en fonction du feeling de ce que vous ressentez, en fonction des données, des informations de votre mémoire, de 1001 paramètres. Donc, un modèle sans conscience et sans esprit peut aller à l'encontre de la conscience humaine. C'est notre seconde problématique de ce soir sur l'IA. Troisième problématique et dernière, et pas des moindres, je la noterai même avec votre permission comme la problématique la plus grave à mon goût et la plus dangereuse, c'est alors que je me repère. Très bien. Notre problématique numéro 3, donc, je disais la plus grave sans doute, parce que cette problématique est omniprésente dans notre vie et on n'en fait pas attention. C'est une problématique qui touchera le caractère religieux de chacun et chacune d'entre nous. Hachem, Akadosh Baruch Hu, a créé l'homme avec ce qu'on appelle le Nefesh Raya. Nefesh Raya en français se traduit par l'âme qui vit, et par Onkelos, traducteur en araméen et commentateur du texte, une âme, un esprit qui parle. Lorsque je parle, je donne naissance à une réflexion et je la fais exister. Tiens, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur le sujet, maintenant je vous propose les choses. Je vais vous poser une question, vous allez répondre, mais vous allez réfléchir avant tout. Une personne qui fait un mauvais usage de sa parole, dit le Rambam dans le Guide des Égarés, se réduit à se comparer à l'espèce animale. Parce que la différence la plus formelle entre l'espèce humaine et l'espèce animale, c'est la parole. Mais la parole, c'est pas tout. La parole est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond. Construit. C'est révélatrice d'une intelligence, d'une pensée, d'une réflexion, et non pas d'un instinct. L'animal vit avec l'instinct, l'homme vit avec l'intellect. Hachem nous créa l'homme avec une capacité infinie d'imagination. Fermez les yeux ce soir et pensez que vous êtes maintenant au bout du monde, dans l'endroit le plus agréable, avec la personne la plus sympathique que vous connaissez, et vous verrez que vous aurez économisé un billet d'avion et certainement un logement et la nourriture, puisque vous aurez fait le voyage uniquement avec la mémorisation des images que vous avez déjà vues sur le sujet. Simplement en fermant les yeux, votre imagination vous a transporté, vous êtes parti ailleurs. Et là, franchement, vous n'avez pas fait usage de l'IA du tout. La problématique qui a un caractère religieux, c'est une problématique qui touchera nos choix d'une manière générale. Et si l'homme n'arrive plus à faire usage de cet intellect parce qu'il a besoin constamment de l'IA, alors en réalité, cet intellect que Dieu lui a donné pour le différencier de l'espèce animale est quasi inexistant. En réalité, lorsque cette IA a pris une place ultra puissante dans sa vie, cette personne n'aura plus la capacité de discernement personnel parce qu'elle s'est habituée à faire usage de l'IA. Pour vous donner un exemple que j'ai expérimenté hier soir avec
un ami qui me regarde peut-être ce soir et que je remercie au passage, et dont je tairai le nom pour ne pas le compromettre dans ses activités peut-être, mais qui fait usage très souvent dans son activité professionnelle de l'intelligence artificielle. Donc cette personne m'explique qu'il y a donc, dans ChatGPT le niveau le plus accessible que vous pouvez avoir sur votre téléphone, mais aussi le niveau professionnel que vous pouvez avoir avec un abonnement, etc. Ce niveau professionnel vous permet de générer des images. Donc pour l'exemple, on lui a demandé une photo d'une conférence sur le sujet du défi de l'éthique de l'intelligence artificielle avec un rabbin. L'image était plutôt bonne, mais pas autant que notre cher graphiste dit ce soir, que nous remercions. Et preuve en est qu'il a réellement posé sur l'affiche, parce que c'est pas d'intelligence artificielle, sinon il n'y aurait pas eu d'accent sur intelligence. Pour revenir à l'exemple, donc ce garçon me dit viens, on fait le test, on a demandé, tiens, je veux une image avec un rabbin, l'image était plutôt bonne, on a demandé une seconde image, elle était bien meilleure, et notre test a continué donc sur un format texte, il avait commencé en format texte et il s'est poursuivi en format texte après. On lui a demandé un scénario, écoutez bien ça, une histoire inventée de toutes pièces entre un rabbin, alors j'ai plus exactement les détails, un lapin et peut-être un chat. Donc l'IA nous propose une histoire, mais construite avec des endroits, avec des espaces, avec des éléments, avec une histoire merveilleuse. Maintenant, cette personne me dit comme ça. Aujourd'hui, l'IA a pris une place tellement importante que lorsque vous allez vous faire examiner pour une dissertation, pour un examen, quelle que soit la matière, on cherchera à savoir si vous avez travaillé par vous-même ou si c'est l'IA qui a fait ce travail. Vous savez, vous pouvez réaliser une disserte en philo en mettant son ChatGPT sans problème. Alors, il y a des logiciels qui sont là pour analyser et vous dire si votre travail est le résultat d'un travail humain ou fait par l'IA. Alors on fait le test. Et le test, regardez, pour notre première expérience, on prend donc cette histoire inventée de toutes pièces par l'IA avec les éléments qu'on lui a fournis, et on met donc sur le deuxième logiciel pour savoir si elle détecte l'origine de cette histoire-là. Premier résultat, réalisé avec 99% de chance par l'intelligence artificielle. Donc immédiatement, on fait la demande à nouveau à ChatGPT, on lui dit regarde, on s'est fait cramer. Là, clairement, l'histoire, n'importe qui sait que c'est pas moi qui l'ai noté, qui l'a rédigé. Il va falloir que tu puisses me reformuler le jeu. Donc, le chatbot reprend, il reprend un nouveau scénario qu'il modifie, on le met, et bizarrement, le résultat est beaucoup plus élevé. Et là, le logiciel donc, qui contrôle les origines nous dit ça a été fait à 100% par l'intelligence artificielle. Alors on ne sait plus quoi faire. On retourne sur le chat GPT, on lui dit regarde, là le résultat est moins bien que le premier. Il faudrait vraiment que tu puisses réaliser un produit qui ne soit pas détectable. Et là, le chat GPT va lister quelques conseils pour nous dire comment rendre une histoire plus humaine et comment la rendre moins détectable par un logiciel de détection de texte. Et il donne un certain nombre de conseils. Alors on lui demande de faire usage de ses propres conseils pour reprendre un texte. Comme ça, lorsqu'on va le faire contrôler par notre logiciel extérieur, eh bien personne ne saura que ça a été fait par l'IA. Il reprend le texte. Avec les conseils qu'il a lui-même donnés, il va reformuler l'histoire de toutes pièces, mais vraiment de toutes pièces, mais toujours avec les éléments centraux, c'est-à-dire le rabbin, le chat, le lapin. Et l'histoire, on la prend, on la remet dans le logiciel de détection, et là on descend de 100% à 37%, et le logiciel nous dit cette histoire a été probablement écrite par l'humain. Donc, banco, on a réussi à faire travailler le ChatGPT pour qu'il nous produise quelque chose avec les conseils qu'il a lui-même donnés pour ne pas qu'à l'extérieur on puisse le détecter. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Même si on souhaite aujourd'hui diminuer donc l'IA dans nos activités,
avec son intelligence surpuissante, elle réussira à nous permettre de contourner d'autres logiciels qui souhaitent l'empêcher de travailler. Donc, tu as le logiciel de l'IA qui travaille pour toi, tu as ceux qui veulent empêcher l'IA de prendre la place et qui détectent les produits de l'IA, mais l'IA elle-même connaît donc les éléments de ces détecteurs, elle va donc produire des informations qui ne vont pas être détectables, et si toutefois on est détecté, on va lui dire, elle reproduira une meilleure information. Donc, c'est une dinguerie. Quand je dis c'est une dinguerie, c'est une réelle dinguerie, on ne s'imagine pas. Mais pourquoi, quelque part, ce soir, on devrait se dire, tiens, tous, on est concernés par cela et on est touchés sans le savoir. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai découvert. Je dis franchement, je l'ai aussi découvert. Vous ouvrez votre téléphone, vous rentrez sur un site, quel qu'il soit, pour chercher, je ne sais pas, vous voulez chercher des piles pour votre jeu ou une prise pour votre ordinateur, votre téléphone, et on vous demandera si vous autorisez de vous géolocaliser. C'est vrai ou pas? Alors très souvent on écrit autorisé puisque c'est la première bannière, puis on se dit tiens ça va, maximum. Moi je ne travaille pas à la CIA, je suis pas un espion, j'ai rien à risquer, rien de tout ça. Bon, jusqu'à là tout va bien. À un autre moment, on vous a demandé si vous autorisez la caméra de votre téléphone pour ce site. Et vous avez été contraint de dire oui parce que, en fait, c'est un site internet qui propose de modifier vos images. Et donc, pour modifier vos images, il faut qu'il y ait un accès à votre photothèque, c'est-à-dire à votre bibliothèque de photos. Et donc, vous avez autorisé. Il y a peut-être un partenariat entre le site où vous avez autorisé votre géolocalisation et celui où vous avez autorisé votre caméra. Et donc, ce partenariat va faire que lorsque vous serez sur le site où vous avez simplement permis votre géolocalisation, lui aussi pourra avoir accès à votre caméra. Et alors, jusqu'à là, rien de grave. Là où ça risque d'être complexe, c'est que avec ces autorisations-là, Internet va vous proposer des images, des fois qui n'ont pas de lien avec votre recherche, et votre téléphone va regarder où est-ce que vos yeux se positionnent. Et donc, si vos yeux se sont positionnés sur ce niveau de l'image, la machine a capté que vous êtes intéressé davantage par ce produit plus que par ce produit. Si vos yeux regardent de l'autre côté de l'image, alors votre logiciel a compris que vous êtes intéressé davantage par cet autre produit qu'il y a dans l'image. Mais tout cela, on l'a fait peut-être des centaines de fois, ou peut-être on se dit ce soir on ne l'a jamais fait, mais on n'en est pas conscient. Pourquoi c'est fou? Parce qu'on est téléguidé par des logiciels qui ne sont pas espions, parce qu'on a donné notre accord, et sans savoir, ces logiciels vont nous encourager à faire des choix qu'on n'aurait pas souhaité nous-mêmes si on n'avait pas eu les propositions faites par ce même logiciel. Donc nos choix de vie sont commandés inconsciemment par l'IA, et on se doit de se poser la question de comment faire pour les contourner, ou comment faire pour ne pas être victime de ce système-là. Une piste de réflexion pourrait certainement nous faire du bien. La solution magique, je n'ai pas la prétention de la voir, mais je vous propose peut-être cette piste de réflexion, et j'espère qu'elle nous permettra collectivement à mieux nous protéger de ce grand danger. Même le système le plus développé de l'IA aujourd'hui, qui pourrait même développer des capacités malveillantes comme du hacking ou autre, ne pourra pas encore dépasser les qualités humaines. L'homme peut encore imaginer seul, l'homme peut encore créer sur le plan artistique, peut-être sur le plan littéraire aussi, mais avoir cette capacité d'imagination sans avoir aucune donnée élémentaire. Hachem nous a donné le Nefesh Maya, il nous a donné cette capacité, j'allais dire presque d'invention, et c'est là où l'homme ressemble à Dieu. C'est que Dieu a inventé Yesh Me'ayin, l'existence du néant. Il a le néant sans matière et il crée le monde. Nous ne créons pas de la matière sans matière, mais nous créons de l'idée sans idée. Donc, on a une capacité d'imagination. À ce niveau-là, déjà, l'homme est supérieur. Et on espère qu'il le sera toujours. Est-ce que on ne devrait peut-être pas se dire, tiens,
Même si les machines aujourd'hui sont performantes, et l'IA est extrêmement performante, est-ce que je vais demander au ChatGPT de choisir mon conjoint de vie? Est-ce que je vais demander au ChatGPT un conseil pour éduquer mes enfants? Je vais peut-être demander à ChatGPT un conseil pour savoir ce que je vais manger ce soir. Donc je vais lui dire dans mon frigidaire, j'ai ces légumes, cette viande, fais-moi un menu et puis tiens, le menu est fait. D'accord. Mais jusqu'à là, il n'y a rien de grave, tiens, il m'a fait une proposition, comme si que j'aurais pu demander à un ami, tiens, t'as une idée pour ce soir, t'as quoi à manger à la maison, ça, tiens, la recette, vas-y. Ok. Mais est-ce que je vais lui demander de guider mes choix de vie? Est-ce que je vais lui écrire, tiens, je suis comme ça, quelle fille tu me conseilles, quel garçon tu me conseilles? Mes enfants sont de tel ou tel tempérament, est-ce que tu me conseilles de les éduquer comme ça ou de les éduquer comme ça? Donc, est-ce qu'on va réellement demander à l'IA de télécommander nos choix de vie? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne intelligente se réservera le droit d'imaginer par elle-même, en fonction de son éducation et de ses valeurs, le choix qui est le sien en termes de mariage, de choix de vie, et aussi en termes d'éducation. Donc, clairement, on n'a peut-être pas aujourd'hui l'envie de se détacher complètement de l'IA, mais on a au moins le devoir de s'en écarter au mieux en expérimentant les terrains sur lesquels on est convaincu que l'IA ne peut pas réfléchir à notre place. Et si on expérimente ces terrains par nous-mêmes sans faire usage de l'IA, parce qu'on sait, tiens, là, ce sont nos choix de vie, on ne peut pas faire usage de l'IA, alors ça nous aidera à nous protéger dans tous les autres domaines où on fera usage de cette IA parce qu'on saura qu'elle est limitée. Je ne vais pas utiliser ChatGPT pour éduquer mes enfants ou choisir mon conjoint, peut-être pour rédiger un discours, ou peut-être pour choisir mes vacances. Pourquoi là je l'expérimenterai là non? Parce que là je sais que j'ai pas grand-chose à perdre. S'il m'a aiguillé vers une mauvaise destination de vacances, bon, peut-être pour certains c'est fatal, mais enfin bon, ok, c'est pas grave, la prochaine fois ce sera mieux. Mais si il m'aiguille dans une mauvaise direction pour mon choix de vie ou pour mon choix d'éducation, alors je n'aurai plus la possibilité de retenter une seconde chance. Ou en tout cas, ce sera extrêmement difficile. Parce que si j'éduque mal mes enfants, et quand ils ont 20-25 ans, je me dis mince, tiens, ChatGPT m'a mal conseillé, est-ce que je peux faire machine arrière? Je dis allez, les enfants on reprend à zéro? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui réussiront, mais ça me semble extrêmement difficile. On doit donc se poser la question réellement. Et pour se la poser, il faut connaître son échelle de valeur. Son échelle de valeur, c'est ce qui est important pour soi. Quelles sont mes priorités dans la vie? Le confort de ma famille, le confort de mes enfants, ou peut-être le confort de mon travail, le confort de mes vacances? Est-ce que c'est ça réellement qui est le plus important pour moi? Est-ce que j'ai l'envie que quelqu'un dirige ma vie à ma place? Est-ce que j'ai envie que mon voisin fasse mes choix? Certainement pas. En expérimentant, je reprends, et c'est la piste de réflexion qui pourrait ouvrir d'autres champs et d'autres possibilités de solutions, c'est d'expérimenter les choix où l'IA ne peut pas travailler à notre place parce qu'on est conscient et convaincu qu'elle est dangereuse si on en fait usage à notre place. Et en expérimentant ces terrains-là, on sera certainement beaucoup plus protégé parce que même lorsqu'on ouvrira notre téléphone avec la reconnaissance faciale, avec les logiciels de l'IA sur diverses activités, on saura dans un coin de nos têtes que nos choix de vie les plus fondamentaux, les plus importants, nous sont réservés et on ne les divulguera jamais, on les donnera jamais à un logiciel ou un programme pour les faire à notre place. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Mishpatim, la Torah parle de justice, de loi, et elle parle également d'équité. Vous savez qu'un juge n'a pas le droit de recevoir de l'argent de l'un des prévenus. Le pot de vin s'appelle le shochad, puisque le shochad, nous disent les sages du Talmud, unit le prévenu au juge. Shochad, c'est la contraction de shehuchad, car il devient un. Le juge et le prévenu deviennent une seule personne, puisqu'ils vont se lier dans leurs idées. Eh bien oui, il lui a filé une enveloppe sous la table,
le juge aura du mal à le rendre responsable, même si tous les éléments se retournent contre lui. On a donc besoin d'un juge compétent, un juge qui a la crainte de Dieu et qui a ce qu'on appelle la conscience. Vous avez une question d'Allah ce soir. Vous allez peut-être pouvoir noter ça sur un logiciel d'intelligence artificielle qui a recueilli des informations sur la toile, et peut-être que le logiciel vous répondra. Je suis conscient que je me plante peut-être une balle dans le pied en disant ça ce soir. Mais je vais vous dire pourquoi je m'oblige à vous dire, et pourquoi, en réalité, je ne prends pas de risque à vous le dire. Parce que si vous faites ce choix de ne pas consulter un rabbin, de ne pas consulter un dayan, de ne pas consulter un rabbin, peu importe, pour vos questions éthiques, d'ordre moral ou halachique, vous faites le choix de rester derrière votre écran pour avoir la réponse à votre question, alors vous risquez d'être parfois mal servi sans le savoir. Parce que pour vous, la réponse est là, vous n'allez pas la remettre en question. Lorsque vous allez en revanche voir un rabbin, vous allez voir quelqu'un qui a une conscience, mais qui a la crainte de Dieu. Et celui qui a la connaissance, la conscience et la crainte de Dieu, réussira à juger au cas par cas et à analyser pour apporter à la personne la réponse la plus adaptée à sa situation. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu promet que lorsqu'un juge est honnête, sa réponse sera soutenue et sa réponse sera acceptée. Akadosh Baruch Hu donne ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaël, l'aide divine, mais il la donne uniquement s'il y a une démarche sincère d'une personne qui a la crainte de Dieu, qui a la crainte du ciel, chose qu'aucun logiciel du monde ne pourra imiter, puisque le logiciel pourra vous donner une information grâce à des données enregistrées, sans conscience, on l'a dit pour l'instant, sans crainte de Dieu, de manière évidente, et vous, internautes, lorsque vous obtiendrez ces réponses d'un logiciel, vous risquez peut-être de suivre une mauvaise direction, exigeante, alors que le Rav aurait été un peu plus tolérant, ou tolérant, alors que la halakha, à ce sujet-là, était nettement plus exigeante. Il y a quelques centaines d'années, vivait à Prague un grand tzaddik qui s'appelait le Rabbi Yecheskel Lando. Le Rabbi Yecheskel Lando est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un nommé le Noda Yehuda. Il était le rabbin de Prague entre 1754 et 1793. Au cours de son mandat, se sont présentés quelques érudits qui souhaitaient contester ses qualifications rabbiniques. Phénomène qui peut exister encore aujourd'hui. Donc, ce groupe d'étudiants arrive devant le Rav Lando et lui présente une série de questions en droit de Torah avec des cas tout à fait fictifs. Ils les ont soigneusement construits pour être le plus complexe et le plus trompeur, de manière à prouver que le rabbin n'était pas qualifié pour son métier. Le Rabbi Yecheskel Lando donc reçoit ces érudits-là et il analyse en profondeur chacune des questions, à l'exception d'une d'entre elles. L'ensemble des questions a été résolu. L'une d'entre elles n'a pas été résolue. Immédiatement, le Rabbi Yecheskel Lando dit à ce groupe de jeunes: je suis certain que ce cas n'est pas réellement pertinent et que vous l'avez inventé pour m'embarrasser. Waouh! Et le Rav continue et dit à ces jeunes: vous devez certainement vous demander comment je le sais. Et il leur explique. Vous savez que la Torah est le guide divin, et lorsqu'un être humain, un juge, est amené à décider et à apporter une réponse à l'Afrique, il va quelque part se prononcer en ayant la parole de Dieu. Alors un paradoxe se pose à lui. Comment peut-il, lui, en tant qu'être humain, déterminer la volonté de Dieu? Comment le juge, c'est le Rav Lando qui raconte à ces jeunes,
comment le juge peut avoir la prétention d'être le secrétaire de Dieu et déterminer la parole d'Akadosh Baruch Hu? Les lois de la Torah sont la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment c'est possible que l'intellect humain, qui peut réaliser des analyses avec erreur, puisse déterminer la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu? Et à ce moment-là, il aura comme ça. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il a également dit à l'homme que la Torah n'est plus dans le ciel. L'homme qui reçoit la Torah a le devoir de l'étudier et de la comprendre. Et à chaque fois qu'une question de droit se pose en Torah et qu'un être humain emploie ses connaissanses, sa sagesse et son savoir pour la résoudre, il va obtenir la garantie et le soutien d'Akadosh Baruch Hu pour avoir la réponse à sa question. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a devant lui un homme sincère qui emploie sa connaissance en Torah et son savoir pour analyser une question halachique, va lui accorder son soutien et son aide. Et c'est comme ça que le Rav va pouvoir déterminer la réponse en ayant la certitude que si la réponse est sortie comme elle est sortie de sa bouche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que la réponse soit celle qu'il a accordée. Cependant, conclut le Rav Lando et dit à ces jeunes, cette garantie qu'Akadosh Baruch Hu accorde au juge ne s'applique qu'aux événements réels. Il y a une réelle question qui est posée. Alors le juge doit traiter et doit répondre. Akadosh Baruch Hu lui donne son aide et le soutien. Si toutefois on vient critiquer le Rav pour lui apporter une information fictive et pour le tester, voire le contester dans ses fonctions rabbiniques, certainement que Akadosh Baruch Hu à ce moment-là ne pourra pas accorder à ce Rav le soutien pour qu'il ait la réponse adaptée. Parce que l'événement n'est pas réel et est complètement fictif. Voilà comment Rav Lando répond à ce groupe de jeunes qui ont souhaité le contester dans ses fonctions rabbiniques. Cette histoire nous démontre, chers amis, et je conclurai là-dessus, que au-delà des problématiques évoquées sur le plan social, moral et éthique, il y a une réelle question d'analyse à réaliser sur tout le pôle religieux, parce que être soumis à l'IA inconsciemment dans nos divers choix de vie qui ne sont pas les plus importants et les plus fondamentaux, c'est peut-être pas encore le plus grave, mais si on finit par transmettre nos choix de vie à ces logiciels et aussi nos choix de vie religieux en leur soumettant nos questions, nous risquons de faire face à des réponses inappropriées, tant pour nos choix de vie comme pour nos choix religieux, parce que l'homme a toujours la conscience et la théorie de l'esprit que l'IA n'a pas encore, et c'est grâce à cette conscience-là qu'il peut faire des choix adaptés parfois au moment et parfois au millième de seconde, en correspondance avec l'événement qu'il est en train de vivre, chose que les machines les plus performantes, on l'espère, ne réussiront pas à faire, aussi bien que l'homme à qui Hachem a donné cette capacité de Nefesh Raya, d'âme qui parle et qui peut également diffuser et transmettre. Je vous remercie, chers amis. Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les possibilités pour conclure d'expérimenter cette analyse-là en profondeur et qu'on puisse à notre tour la transmettre autour de nous en réussissant à profiter de l'IA, mais à juste mesure et en s'écartant également à juste mesure. Baruch Adonai Olam, amen, amen. Que ce shiur soit dédié à El Mishmat, sous les Niftarim et Yoshua Ben Meir, qu'il soit également dédié à la guérison de toutes les personnes malades et sans oublier bien évidemment dédié à la libération de nos frères et de nos sœurs encore pris en otage en Eretz Israël et dédié également au retour sain et sauf de nos chers Chayalim qui sont mobilisés au front. Baruch Adonai Olam. Amen.